La course à l'AI d'Apple. Cher, très cher OLED. Spotify mélange tout. Messenger dans Facebook. Région Inde. Jeudi 9 mars 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 347. Bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, cette toute dernière minute tombée alors que nous avions fini l'enregistrement et le montage de cet épisode, Apple Music Classical, c'est officiel, arrivera le 28 mars. C'est Apple qui l'annonce sur l'App Store. Vous pouvez dès maintenant vous positionner pour la télécharger quand elle deviendra disponible en vous rendant sur l'App Store. Alors uniquement sur iPhone, à quand une version pour iPad et pour Mac, on ne sait pas. En attendant, Apple fait saliver en mettant en avant le plus grand catalogue de musique classique au monde, plus de 5 millions de morceaux, un outil de recherche spécialement conçu et la redécouverte de vos morceaux préférés grâce à l'audio spatial avec Dolby Atmos et une qualité haute résolution qui peut atteindre 192 kHz en 24 bits sans perte. Apple Music Classical fera donc partie de l'abonnement Apple Music sans supplément, sauf dans le cadre d'un forfait Apple Music Voice. La seule condition, c'est d'avoir installé au minimum iOS 15.4. Fabrice, depuis le temps qu'on l'attendait, ce service, alors il n'est pas encore tout à fait là, mais c'est dans moins de 3 semaines. Voilà, c'est dans moins de 3 semaines. Alors effectivement, on attendait ça depuis qu'Apple a racheté la société Primephonic, donc en 2021, qui offrait ce genre de service sur abonnement. On rappelle que c'est important pour la musique classique parce que c'est pas tout à fait la même chose que pour un service de musique... j'allais dire classique, je vais dire traditionnel. C'est-à-dire que quand on cherche un morceau, on sait que beaucoup de morceaux de musique classique ont été enregistrés plusieurs fois, des dizaines, des centaines de fois, et donc il faut aussi qu'on puisse chercher non seulement par le compositeur, mais aussi par celui qui joue, par exemple, ou par le chef d'orchestre, parce qu'il y a des versions comme ça. Donc quand on est un petit peu au fait de la musique classique, on fait des recherches multicritères pour trouver l'enregistrement que l'on souhaite. Voilà ce que devrait permettre Apple Music Classical à partir du 28 mars. Je remarque, comme tu disais, l'application est déjà disponible presque disponible sur l'App Store. Deux petites choses que je remarque. D'abord, il semblerait que le terme anglais soit conservé, y compris en France. Ça me choque toujours. Je trouve ça très dommage que ce soit Apple Music écrit IC et Classical plutôt que musique classique QE à la fin. Je regrette beaucoup. Et puis, je sais pas toi, mais moi, c'est la première fois que je vois ça sur l'App Store, c'est-à-dire qu'on puisse presque lancer l'installation de l'application et à la place du bouton « Ouvrir » que l'on voit normalement une fois que l'installation est terminée, on a une petite coche et quand on appuie dessus, on a un message qui s'affiche depuis le bas de l'écran pour dire que l'application est bientôt disponible et qu'on recevra une notification lorsqu'elle le sera. Je n'avais encore jamais vu ça. Voilà, donc c'est aussi peut-être une nouveauté, une nouvelle fonction démontrée sur l'App Store. Voilà, je trouve ça aussi intéressant. Cette stratégie autour de la musique classique, aller chercher peut-être une nouvelle clientèle pour Apple Music, renforcer aussi l'attractivité de l'offre sans supplément de prix a priori. Qu'est-ce que ça dit ? Alors, en tant qu'utilisateur d'Apple Music, moi je trouve ça chouette. Donc, je suis bien content que ce soit du coup sans surcoût. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est un peu comme ça me fait penser lorsque le catalogue de l'iTunes Store était passé au 4K. Donc les films étaient disponibles en 4K et on n'avait pas besoin de repayer si on avait acheté un film pour télécharger la version 4K. Voilà, donc ça c'est chouette, signalons-le. C'est aussi une réponse aux critiques que subissent tous les services de streaming de musique, c'est-à-dire que justement en ce qui concerne la musique classique, il y avait un vrai besoin, il y a un vrai besoin, puisque comme je décrivais tout à l'heure, c'est vraiment difficile dans le contexte actuel d'Apple Music de trouver un enregistrement spécifique. C'est bien pour ça qu'un service comme Primephonic existait avant et avait donc des abonnés. Et puis, je suppose que la musique classique, ça a une image de qualité. Ça permet de pousser aussi le format lossless, donc de haute qualité audio. En ce qui concerne le spatial audio, je me demande, peut-être qu'il y aura aussi des œuvres spatialisées.
ou en tout cas peut-être à terme, au moins sur mon cours, réenregistrer en audio spatial pour faire plaisir à notre camarade Rodolphe Gervais qui était venu nous voir dans iWeek, qui fait de la production musicale en audio spatial, et que en gros pour lui, si ça n'est pas enregistré en spatial audio, ce n'est pas du spatial audio. Donc on verra si ce sera disponible aussi sur Apple Music Classical. Et voilà, donc je pense que c'est intéressant, c'est un vrai complément, et voilà, et son surcoût, tant mieux, c'est bien. Un point que je relève dans le communiqué d'Apple France que j'ai sous les yeux, je cite: des métadonnées complètes et précises pour savoir exactement quelle œuvre et quel artiste vous êtes en train d'écouter. On en parlait il y a quelques jours, parce qu'apparemment Apple a eu beaucoup de mal justement avec ces métadonnées récupérées chez Primephonic. C'est ce que j'avais entendu, que une des raisons du retard de la sortie de ce service, c'était que les métadonnées étaient un petit peu en bazar, et qu'il a fallu du temps aux équipes d'Apple pour remettre ça dans l'ordre, parce que donc ces métadonnées sont capitales pour retrouver un enregistrement spécifique parmi peut-être dans certains cas plusieurs centaines. Enfin, si on cherche dans les morceaux musicaux les plus connus de Mozart, de Beethoven, etc., il y a depuis des centaines d'années des centaines d'enregistrements. Donc quand on en cherche un spécifique, il faut absolument que ce soit rangé de manière très précise. Donc il semblerait que maintenant ce soit prêt, et ils insistent sur ce point. Eh bien tant mieux, on testera ça dès le 28. Et puis on l'a dit, pas de nouvelles du côté du Mac ou de l'iPad. En revanche, Apple précise qu'Apple Music Classical sera bientôt disponible aussi sur Android. Et on espère, pour Ellie notamment, sur Apple TV. Il a fait remarquer ça, que c'était pas, personne n'en parle. Et je trouve que ce serait une bonne idée que ce soit disponible sur l'Apple TV, parce qu'on a aussi, dans certains cas, un équipement audio branché sur son Apple TV, soit justement les nouveaux HomePod version 2 qui sont donc formidables, ou même une installation audio encore meilleure. Et du coup, pour pouvoir profiter de la qualité de la musique classique en lossless, comme proposé par ce service, sur l'Apple TV, ça aurait aussi beaucoup de sens. Réexaminer les projets autour de l'intelligence artificielle pour ne pas laisser Microsoft monopoliser l'attention avec ChatGPT. Voilà l'état d'esprit chez Apple en ce moment selon DigiTimes. Concrètement, l'intérêt pour ces IA génératives pourrait infléchir la manière dont les prochains processeurs Apple Silicon sont conçus, avec un composant clé, le Neural Engine. Il existe déjà, mais manque la couche logicielle. Alors Fabrice, est-ce qu'Apple, à ton avis, pourrait se positionner un jour, à terme, en concurrent d'OpenAI et avec un concurrent de ChatGPT? Alors, si on veut être un petit peu moqueur, on dirait que s'il se base sur Siri, c'est pas gagné. En même temps, je pense que oui, parce que il y a un truc, je trouve, dont on parle pas beaucoup en ce moment. On parle beaucoup d'IA générative, etc. Et ce qui se passe chez Bing, par exemple. Mais lancer des recherches avec un moteur comme ce qu'il y a sur Bing qui répond en mode conversationnel, ça coûte énormément cher en ressources de calcul et donc en argent. Mais vraiment très 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 cher. C'est-à-dire que le fait que par exemple ce ne soit pas encore ouvert chez Google, outre le fait que Google pour une fois a une position d'attente pour éviter de faire des bêtises, même à l'échelle de Google et donc d'Apple, ça peut coûter des dizaines voire des centaines de milliards de dollars. Si Google lançait... Mais oui, parce que si on regarde, OpenAI a publié un peu combien ça coûtait, ça coûte des milliards par an au moins, pour un volume beaucoup plus petit que les recherches qu'il y a sur Google. Le nombre de recherches sur Google par an, c'est phénoménal, ça se compte plus. Et si tout était transformé en recherche en mode conversationnel basé sur l'IA, ça coûterait à Google plus qu'ils n'en ont d'argent. C'est absolument monumental. Donc c'est pas pour rien non plus que les plus gros dans ce domaine comme Google n'y vont pas tout de suite, parce que même eux n'auraient pas les ressources. Bing peut y aller, parce qu'ils ont dépensé, entre guillemets, que 10 milliards de dollars en disant qu'ils allaient aussi en dépenser 10 autres de plus pour faire un peu mieux. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Et puis on l'avait vu ensemble dans la quotidienne. Pour l'instant, c'est très lent. On avait vu quand on avait demandé à Bing, il faut attendre quelques secondes avant que ça commence.
Et puis c'est très lent, et puis c'est pas très efficace. Et on sait que ChatGPT, même dans sa version potentiellement améliorée sur Bing, a des fois l'habitude de mentir effrontément en disant un truc qui est faux, mais avec beaucoup d'assurance. Donc on n'y est pas encore, et donc des gens comme Google et Apple, je pense qu'ils y vont à petits pas pour ces deux raisons-là. C'est que c'est pas prêt et c'est pas et ça coûte très cher. D'où l'intérêt du Neural Engine qui est effectivement là pour ça. Et je pense qu'on a besoin, et Apple a besoin de ça, de plusieurs générations de Neural Engine pour augmenter encore les puissances de calcul qui sont déjà phénoménales, mais qui suffisent pas pour résoudre ce problème. Je crois finalement presque uniquement financier. Le 27 février dernier déjà, dans la quotidienne iWeek, nous évoquions les craintes autour de l'explosion du prix des écrans OLED destinés aux prochains iPad Pro. Il était question d'une multiplication de ces prix par 3. Ces craintes sont désormais chiffrées en prix de vente potentiel de ces iPad Pro OLED de 2024. Des sources dans l'industrie citées par The Elec estiment que les prix de vente pourraient passer pour le modèle 11 pouces de 799 à 1500 $ prix de départ, et pour le 13 pouces qui succéderait au 12,9 pouces de 1099 $ à 1800 $. Et donc Fabrice, question, est-ce que cette bascule vers le LED a vraiment un sens aujourd'hui à ces prix-là ? J'aurais envie de dire non, parce que c'est des prix totalement stratosphériques. J'avais cru comprendre, moi, plutôt que les écrans OLED arriveraient peut-être en premier sur les MacBook Pro pour que, justement, ça permette d'absorber une partie du coût sur des modèles non chers par définition. Pour les iPads, j'ai du mal à comprendre. Et puis en plus, globalement, les écrans qu'on a aujourd'hui sont déjà très bons, donc en plus ça se verrait même pas. Globalement, on pourrait faire des démos en regardant pixel par pixel, comme quoi c'est formidable, mais du coup, ce serait pas un changement quantique pour tout dire en qualité d'affichage. Donc j'ai du mal à me dire que qu'ils iraient pour faire des écrans à ce prix-là. Alors la seule explication à laquelle je pense, c'est que peut-être, et alors là encore, ce serait terrible pour la gamme, c'est qu'il y aurait le choix. Dell fait ça, par exemple, sur certains modèles d'ordinateurs portables. On choisit un écran X ou un écran Y. Et donc, il y aurait un écran classique LCD ou option écran OLED, ce qui coûte 500 € plus cher, de la même manière qu'il y a déjà l'option écran nano texturé pour le Studio Display ou le Pro XDR. C'est-à-dire qu'il y a une option plus chère qui concerne l'écran. Donc là, ça concernerait la technologie d'affichage plus que la technologie anti-reflet. Et donc, ça pourrait être ça. Parce que du coup, sinon, un iPad qui augmente de prix autant que ça, les ventes vont s'effondrer forcément. Donc, ce serait vraiment bizarre que ça passe aussi cher d'un seul coup. Et les écrans mini LED sont quand même très bons. Donc, il faudrait vraiment avoir besoin de l'OLED pour mettre ce prix-là. C'est ça, donc on voit pas trop de raisons. C'est comme, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a les iPhones qui ont des écrans ProMotion qui peuvent aller à 120 images par seconde. Mais quand tu mets deux iPhones côte à côte, un qui a cette techno et un autre qui l'a pas, tu vois un peu la différence. Mais quand tu utilises un iPhone classique qui n'a pas cette option-là, c'est pas non plus, ça casse pas des briques, hein, c'est pas grave, quoi. Voilà, donc du coup, c'est assez bizarre en fait. Je ne vois pas comment un iPad pourrait passer de 1100 $ à 1800 $ pour un modèle qui serait donc considéré comme équivalent. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est pourtant le risque qu'a pris Spotify ce mercredi à l'occasion de son événement annuel Streamon à Los Angeles, en annonçant une refonte majeure de son appli mobile sur iOS et Android, une refonte marquée par l'arrivée d'un nouvel écran d'accueil à défilement vertical inspiré de TikTok, avec un aperçu des clips qui accordent soudain une place énorme à la vidéo, comme sur le réseau social chinois et comme sur Instagram. Tiens. Alors si vous ne voyez pas encore les changements, ça va arriver d'ici quelques jours ou quelques semaines tout au plus. N'oubliez pas que vous êtes plus de 500 millions d'utilisateurs actifs. Spotify met l'accent sur la découverte, alors que l'attente principale des utilisateurs, a priori, c'est plutôt de réunir toute la musique qu'on aime au même endroit. Autre nouveauté, elle concerne les podcasts, avec un accent sur les podcasts vidéo qui seront mélangés eux aussi au flux et en autoplay, et un partenariat avec Patreon, Fabrice.
Je suis un peu surpris. Alors, le fait est qu'en plus, l'actu cogne un peu parce qu'il y a beaucoup de choses autour de TikTok. Plein de gens aimeraient interdire TikTok pour tout un tas de raisons. Alors, pas pour l'interface, mais pour le fait que potentiellement, c'est une appli qui espionne un peu trop. Donc, s'appuyer sur TikTok quand on est Spotify, en ce moment ou qui que ce soit, c'est pas forcément une bonne idée. D'un point de vue communication, je suis un peu surpris. Et ensuite, alors effectivement, moi aussi, je fais Ils partie le disent pas de... comme ça. Hein. Non, tant Ils mieux. l'évoquent Et même peut-être pas. à cause de ça, d'ailleurs. Mais moi, je fais un peu partie de ceux-là aussi, des gens qui disent, bah oui, moi j'aime bien le système de streaming musical parce que je peux écouter tout ce que je veux, n'importe quand, voilà. J'aime bien aussi le fait que ça me fasse découvrir d'autres choses dans des playlists qui peuvent être auto-créées à partir de ce que j'ai écouté avant. Ça, c'est très bien. Mais en revanche, la vidéo, il y a un truc, je pense que pour moi, c'est assez classique, c'est que tous ces grands services-là en veulent toujours plus. Et donc, quand ils ont un peu de succès, ensuite, ils veulent absolument capturer l'attention et on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que c'est de la guerre pour capturer l'attention qui, comme on sait, elle est morcelée de plus en plus. Il y a d'offres et on n'a quand même que 2 yeux et 2 oreilles et on a un peu de mal à couper son temps. Donc voilà, on est en plein là-dedans. Mais une appli de musique qui veut absolument que je la regarde tout le temps, bah moi j'ai pas envie. Hein. Si je veux regarder des trucs, bah, je vais justement aller éventuellement ailleurs et je vais chercher des vidéos. Mais voilà, même les podcasts, même nous, hein, on produit une version vidéo. On aime bien que des fois on renvoie nos chers auditeurs voir des trucs. C'est très bien, mais quand même la majorité de nos écoutes, c'est en audio parce qu'on fait un podcast. Voilà, la vidéo c'est un peu en plus et on n'a pas forcément, on va pas chercher à ce que tout le monde aille nous voir tout le temps. Et là, essayer de capturer l'attention comme ça tout le temps pour que l'application soit ouverte tout le temps, parce qu'en gros c'est quand même ça que Spotify veut faire, bah en tout cas là, ce sera sans moi. Bientôt la fin d'un gymkhana qui durait depuis presque 10 ans pour les fans de Facebook et de Messenger, le va-et-vient entre les deux applis depuis que Messenger avait été séparé de l'appli Facebook sur iOS en 2014. Meta est en train d'y travailler avec une phase de test qui a commencé autour d'une version de l'appli Facebook qui permet donc de lire à nouveau les messages Messenger. C'est ce qu'annonçait mardi Tom Allison, le directeur de Facebook, sur son blog pro. J'ai d'ailleurs adoré les 2 premières phrases. Je cite « L'année a démarré sur les chapeaux de roue pour Facebook. Contrairement à ce que vous pouvez lire ici ou là, Facebook n'est ni mort ni en train de mourir. » Et de confirmer que le cap des 2 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens a été franchi, Fabrice. Alors je suis très frappé par cette phrase, parce que quand on est persuadé qu'on va pas mourir, on ne fait pas référence à ceux qui disent que potentiellement on va mourir. Donc ils y pensent. Et au-delà de ce qui se passe dans l'application, moi ça me fait penser à une théorie qui s'appelle l'externalité des réseaux. C'est que on en avait déjà parlé, notamment tous les deux. C'était que, et puis c'est une phrase que tout le monde connaît. Pourquoi tout le monde est sur Facebook ? Parce que tout le monde est sur Facebook. Sauf que là, c'est de moins en moins vrai. Tout le monde n'est plus forcément sur Facebook ou que sur Facebook. On parlait de TikTok tout à l'heure, et puis il y a Twitter, un peu moins maintenant, et puis il y a Mastodon, et puis il y a tout un tas d'autres trucs. Donc c'est pas du tout la même échelle, c'est sûr. Sauf que il y a des fuites. Et la théorie de l'externalité des réseaux, c'est ça, c'est que on est peut-être à un moment où la fuite a déjà commencé, que la fin est inéluctable, mais qu'on le saura que dans 5 ans ou 10. Et le fait que ce directeur de Facebook parle comme ça, moi, ça me frappe beaucoup. Donc, il y pense, et pas seulement en se rasant, comme disait l'autre. Voilà. Résultat, y a un changement dans l'application. En gros, ça change pas la vie. Hein. Une application ou 2 applications, c'est une histoire de mode. C'est un peu comme l'iPhone jaune, c'est pour qu'on en reparle. Et moi, je vois ça comme ça. Et donc, en fait, je pense qu'ils ont très peur. Et qu'ils ont raison. Sans doute un tournant stratégique majeur pour Apple en Asie, la conséquence logique de plusieurs années chaotiques en Chine. Apple considère désormais l'Inde, en termes de vente, comme une région à part entière, région qui va continuer de faire partie d'une zone beaucoup plus large qui va de l'Europe de l'Est à l'Afrique et au Moyen-Orient en passant par la Méditerranée. Le patron d'Apple en Inde, Ashish Chaudhary, reporte désormais directement au patron des ventes mondiales, Michael Fenger, et ces changements ont lieu alors qu'un Français, que je connais depuis plus de 30 ans, comme Elie, vient de quitter Apple pour une retraite bien méritée. Il s'appelle Hugues Assemand.
Je l'avais connu simple chef produit Mac à l'époque des Performa et compagnie, et il était progressivement devenu vice-président d'Apple en charge de ce territoire immense. Bonne retraite à toi, Hugues, et à bientôt. Et Fabrice, quel symbole que cette importance croissante accordée à l'Inde en ce moment. Ouais, alors c'est l'épisode supplémentaire dans la grande saga qui fait que Apple petit à petit réduit sa dépendance à la Chine. On en a déjà parlé et ça va continuer. Des épisodes, il y en aura plein. Ça fait toujours bizarre en même temps. Pour l'anecdote, c'est quand même assez drôle de dire enfin l'Inde, qui est donc immense et enfin considérée à part entière comme une région. Quelque part, il est temps quand même, si on se base sur l'étendue du sous-continent, comme on appelle ce pays. Mais effectivement, parce que c'est pas pour rien, c'est-à-dire que non seulement c'est pour les ventes, mais c'est aussi pour ensuite s'établir, où c'est déjà commencé, sur place, avec des centres de recherche, avec des usines. On en a parlé aussi, les usines de montage, de fabrication pour Apple existent déjà, il y en a déjà. On avait vu que ça ne faisait que commencer, donc les rendements n'étaient pas très bons, mais ils vont s'améliorer. Et donc, voilà, Apple travaille sur le sujet et dans toutes les directions. Bien sûr, c'est frappant et c'est une nouvelle phase de mondialisation, en fait, qui n'est plus concentrée que sur la Chine. C'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Et puis une bonne nouvelle pour nos amis lyonnais, l'équipe de MacG, basée à Lyon, a repéré que l'Apple Store de Lyon Confluence, après 2 mois de fermeture, rouvrira ses portes le vendredi 17 mars. Alléluia. D'ici là, la quotidienne iWeek. Reviens demain.